présentation. Merci. Donc, comme chaque année, l'état des lieux de l'activité du CS des leucémies myéloïdes pour le philo, les liens d'intérêt. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être discutées plus ou moins en détail, parce qu'il y en a tellement qu'avec le temps qu'on a, on ne peut pas tout faire. Donc, des essais cliniques ouverts ou en suivi en 2024. Donc, je vous rappellerai des essais importants comme le Vencosa et le Covenidaq, et puis un essai en cours important aussi pour le groupe qui est au Gillard. Quelques nouvelles des essais en collaboration avec d'autres groupes, notamment l'Alpha et puis des groupes européens du Haut-Vent. Des observatoires qui sont en cours depuis pas mal de temps ou qui ont ouvert depuis peu, en collaboration avec l'industrie. Le point sur les publications. Et puis les études qu'on va ouvrir dans les mois qui viennent. Alors, on a une stratégie au sein du philo pour les sujets jeunes et sujets âgés qui est à peu près similaire depuis 2 ans maintenant. Donc le Covenidaq, c'est une sous-étude du Big 1 qui était ouverte depuis 2015. Donc le Covenidaq, c'est notre dernière étude pour le Big 1. Après, il sera définitivement clôturé. Et l'idée, c'est d'introduire le vénétoclax chez les patients en rémission complète après la chimiothérapie d'induction. On parle de patients de 18 à 60 ans, de risque intermédiaire ou favorable, selon la classification protocolaire. Et ils ont notre standard maintenant de consolidation qui est l'IDAC, puisque c'est la conclusion de la deuxième randomisation du Big 1, dont on reparlera tout à l'heure, de préférer l'IDAC aux fortes doses d'Aracé, donc l'HDAC. Et on rajoute le vénétoclax pendant 14 jours. Ça inclut pas mal en ce moment. On est à 158 patients sur les 200 attendus, ce qui fait que mi-2025, le recrutement sera probablement terminé, ce qui est une très bonne nouvelle. On a du banking, on a de la MRD centralisée, et on a également fait une phase 1 d'escalade de doses, qui nous a permis de tester plusieurs schémas. Ça a été publié à l'ASH en 2023 sous forme d'un poster. Et dans cette phase 1, on avait également testé donc la dose de vénétoclax et aussi le schéma de cytarabine à dose intermédiaire. Et on a confirmé dans cette phase 1, malgré le faible nombre de patients, que lorsqu'on fait l'aracitine J1, J2, J3, on gagne en cytopénie, en durée de cytopénie, de neutropénie, de thrombopénie, quelques jours, ce qui est très intéressant pour les durées d'hospitalisation et la tolérance générale des associations avec notre chimiothérapie de consolidation. Même esprit pour les sujets âgés, aptes à la chimiothérapie intensive, de plus de 60 ans, de risque intermédiaire sur le cariotype. C'est l'étude Vencosa qui est drivée par Yosser et Arnaud. Donc une induction avec le standard du philo, incluant la lomustine et la midostaurin pour les patients mutés FLT3. Les patients en RC ont été randomisés avec le standard de consolidation, qui sont les mini-consolidations du philo, 1 jour d'IDA et 5 jours d'aracé sous-cutané en ambulatoire. Et dans cette étude, on essaie de montrer que mettre le vénétoclax à la place de l'idarubicine, ça va améliorer la survie sans rechute des patients. Donc là, l'étude a bien inclus, puisqu'on a inclus les 114 patients, enfin les 168 patients pour avoir 114 randomisations, donc 57 patients dans chaque bras, entre mai 2022 et septembre 2023. On attend que les données mûrissent et normalement, l'année prochaine, on devrait commencer l'analyse. Et je pense que le début d'année 2025 sera consacré à préparer cette analyse, à bien nettoyer la base, notamment sur les critères durs, à préparer le plan d'analyse statistique et faire une analyse pour publication le plus rapidement possible. Une étude plus confidentielle mais intéressante, un besoin médical non rencontré, comme on dit. Les transformations de syndrome myéloprolifératif avec un traitement par CPX, c'est une phase 2 avec beaucoup de biologie appendue. 34 patients, donc c'était pour évaluer l'efficacité du traitement dans les LM post-PV, post-thrombostomie essentielle ou myélofibrose. Là, ça inclut aussi beaucoup, assez vite, d'ailleurs 42 patients
en un peu plus d'1 an. Et donc, également, les premiers résultats ont été publiés à l'H l'année dernière sous forme d'un abstract et d'un poster. Et normalement, on devrait publier les résultats cette année. Alors, une étude qui est en cours, c'est une étude en rechute réfractaire pour les patients qui sont mutés FLT3, ITD ou TKD, qui a été réfléchie, designée par Pierre-Yves Dumois, et qui est une étude philo, avec promotion philo, avec des soutiens de BMS et Astellas, avec une collaboration avec des centres de l'Alpha. Vous verrez que la plupart de nos essais maintenant sont faits en collaboration avec l'Alpha pour avoir plus de patients plus vite. Alors l'objectif du traitement, c'est d'évaluer l'efficacité de l'ajout de l'azacitidine orale, donc l'onureg, au traitement de référence qui est le gilteritinib dans cette situation, avec un objectif principal de réponse au cours des 3 premiers mois de traitement. Voici le schéma, il est assez simple. L'onureg, c'est 300 mg par jour pendant 14 jours, qui est le traitement habituel, et puis le gilteritinib qui est donné en continu à la dose de 120 mg par jour, avec une évaluation obligatoire avant 3 mois, puisque c'est l'objectif principal. Alors, voilà les critères d'inclusion. Donc, il faut être bien sûr adulte, il faut avoir une mutation de FLT3-ITD avec un ratio supérieur à 0,05 ou un FLT3-TKD avec une VAF supérieure à 5%. Il faut être réfractaire ou en première rechute après la première ligne de traitement, qui n'est pas exclusivement la chimiothérapie intensive. On peut avoir reçu de l'azacitidine venetoclax ou de l'azacitidine ivosidenib. On peut être inclus après échec de cette ligne de traitement. Et bien sûr, les patients qui ont eu du gilteritinib ne peuvent pas être inclus. Ceux qui ont eu de la midostaurin en première ligne peuvent être inclus, bien évidemment. Le recrutement est tout à fait correct. On est à 10 patients, donc on est à l'analyse de safety qui était prévue après 10 patients, donc c'est en cours. Ce sont des patients difficiles à inclure quand même. Il y a les maladies FLT3, parfois ça va vite, donc c'est pas simple à inclure, et je trouve que on est bien parti. Et globalement, sur les premiers patients, on n'a pas d'alerte, puisque Pierre-Yves suit ça vraiment au jour le jour. On n'a pas d'alerte de toxicité, ça passe vraiment très bien. Les essais en collaboration avec l'Alpha, donc ça c'est des essais qui ont été promus par l'Alpha, donc un peu concurrentiel finalement avec, mais pas tant que ça, avec l'étude Ogilard. Ça c'est un esprit de chimiothérapie intensive, rattrapage dans les rechutes réfractaires de LM FLT3 mutés. Et l'alpha, plutôt une approche plus intensive avec un backbone de chimiothérapie cytarabine à dose intermédiaire plus le Mylotarg, et il rajoute le gilteritinib à la sauce pour améliorer le taux de réponse et la survie des patients. Donc là aussi, il y a des centres philo qui sont concernés, 10 centres. Ça, c'est le schéma de traitement. Donc vous voyez le Mylotarg qui est fait 3 jours, la cytarabine pendant 5 jours à 1 g m². Et le gilteritinib, où il y a eu une phase d'escalade de dose avec des consolidations, et l'objectif de greffer la plupart des patients, puisqu'on est en situation de rechute réfractaire. On peut avoir une maintenance pour ceux qui ne sont pas greffés ou par gilteritinib. Voilà, les courbes d'inclusion sont... bon, il y a eu des arrêts pour analyse intérimaire de safety. Voilà, ça a l'air assez correct, mais il y a un petit peu de retard pour cette étude-là. Et donc, quand on a un patient muté FLT3, moi, personnellement, je préfère mettre onureg et gilteritinib, parce que je ne suis pas très chimiothérapie intensive dans cette situation-là, mais si vous avez l'impression que le patient peut avoir un traitement plus intensif, peut-être qu'il faut choisir ce protocole Agora. L'Alpha 2101, c'est une étude aussi où les 2 groupes sont impliqués, puisqu'il y a 10 centres de philo qui ont été ouverts dès le début, et puis il y a 3 gros centres finalement qui sont ouverts depuis peu, puisque l'étude avait un peu de mal à recruter. Vous allez voir, les critères d'inclusion sont un peu subtils. Et donc cette étude teste le Vyxeos versus la chimiothérapie intensive
chez des patients globalement qui n'ont pas l'indication l'AMM, le remboursement du Vyxeos. Alors les critères d'inclusion, c'est des LM de nouveau, qui n'ont pas de lésions cytogénétiques définissant des LM-MRC, donc des anomalies cytogénétiques reliées au syndrome myélodysplasique, qui n'ont pas de LM de bon pronostic cytogénétique, qui n'ont pas de mutation NPM1, qui n'ont pas de mutation de FLT3, qui n'ont pas reçu de traitement antérieur, donc des traitements cytotoxiques, sinon c'est l'indication légale, et qui ont un âge supérieur à 50 ans. Il ne faut pas avoir eu d'antécédent de MDS ou d'autres pathologies myéloïdes et de LM secondaire en traitement. Donc, des critères d'inclusion qu'il faut regarder à la loupe pour pouvoir inclure des patients. En fait, en faisant ça, on recrute des cytogénétiques intermédiaires avec des mutations de haut risque, des mutations associées au SMD. Et voilà, l'étude est en cours. Il y a une quarantaine de patients qui sont inclus. C'est assez intéressant parce que le CPI, c'est quand même moins toxique que la chimiothérapie intensive et au moins aussi efficace. Donc, pensez-y pour que cette étude aille au bout. Le critère d'évaluation, c'est la réponse complète avec maladie résiduelle négative. Quelques nouvelles du HOVON qui nous a occupés pendant 4-5 ans. Le 150, c'était chimiothérapie plus énazinib ou ivosidenib en fonction de la mutation IDH1 ou DH2. Et le 156, c'était midostaurin versus gilteritinib. Alors les études, les recrutements sont terminés complètement. La dernière étude à fermer, c'était la 150 IDH1 avec l'ivosidenib. Elle a été fermée au recrutement en septembre. Ce qu'on sait, c'est que l'analyse pour l'énazidenib IDH2 va se faire donc pour l'EFS. Ils attendent un nombre d'événements mi-2025. Donc il est possible qu'à l'âge 2025, on ait des résultats de cette étude-là, qui est une étude très, très, très importante et qui pourrait ramener l'énazidenib à portée de prescription. Pour la 156, ça sera en 2026 et pour la 156 IVO, je ne sais pas. Alors, les observatoires en cours. On a bien sûr le LAMSA 2013 qui est ouvert depuis une petite dizaine d'années déjà et qui est prévu pour inclure 1000 patients, ce qui est beaucoup, qui inclut des patients de 60 ans et plus, qui ont une LM de nouveau secondaire, qui n'a pas été déjà traité, qui peuvent recevoir un traitement intensif. Voilà, donc le standard de traitement d'induction recommandé, l'immuniconsolidation et puis l'entretien par ONUREG. On peut inclure les patients traités par CPX, donc Vyxeos, dans ce registre, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc on a aussi du NGS qui est en train d'être fait pour bien documenter sur le plan moléculaire à Bordeaux. Et il faudra s'y mettre un jour pour analyser les résultats. On a 665 patients, ça fait une bonne cohorte. Et donc il faut continuer à inclure des patients. Lorsque vous ne les incluez pas dans des essais prospectifs du philo, on peut les inclure pensez au registre. L'inclusion est très très simple à faire. On a donc ouvert également une étude de registre reprenant les ATU, azacitidine, vénétoclax. C'est Sylvain et Amine qui ont pris la main pour le philo, avec des gens de l'alpha également. Et l'idée, c'est d'évaluer l'impact et l'efficacité de l'azacitidine vénétoclax dans une cohorte de patients traités en première ligne, inéligibles à la chimiothérapie intensive, traités par vénétoclax azacitidine dans l'ATU. Voilà, après, avec des objectifs secondaires de safety, de tentative de description de la prise en charge de ces patients. Et c'est assez compliqué parce que les pratiques varient de centre en centre, avec un traitement qui est pas si simple à manier en routine. Voilà, le critère d'inclusion, c'est simplement être adulte, avoir été dans l'ATU pour une LM de novo et non préalablement traitée. Voilà, donc on attend un potentiel de 167 patients. Vous voyez ici les inclusions potentielles et les remplissages de CRF, donc ça avance pas mal. Il y a certains centres qui n'ont pas encore signé les conventions. Certains centres qui n'ont encore rien rempli, il va falloir qu'ils s'y mettent parce qu'on a des échéances avec AbbVie qui sponsorise l'étude.
Dans le même esprit, on a un essai que Pierre Peterlen de Nantes a beaucoup soutenu pour qu'il soit mis en place, hein, avec la collaboration de Servier. Eh ben, c'est pareil, c'est reprendre les ATU d'ivosidenib pour des LM en rechute réfractaire qui ont une mutation IDH1. L'estimation, c'était à peu près 200 patients sur la France. Il y a 32 centres qui ont accepté de participer. Donc voilà, il faut être rechute réfractaire avec la mutation IDH1 R132. Il faut avoir été dans le programme d'ATU. Il faut avoir reçu l'ivosidenib soit en monothérapie, mais aussi en combinaison. D'accord. Donc il faut pas, c'est pas la même stricto sensus qui était, enfin l'autorisation qui était stricto sensus la monothérapie. Il y a des gens qui ont fait des associations et donc on les collige également. Voilà, donc là, c'est un peu plus récent comme registre, donc c'est en cours de complétion, comme on dit. Un autre observatoire plus confidentiel qui est sous l'initiative de Ludovic Gavelier de Montpellier, qui voudrait reprendre des patients traités en première ligne, en monothérapie par le gitéritinib. Alors, il n'y en a pas beaucoup, on en a recensé une vingtaine. Ça l'intéressait de voir en première ligne ce que donnait ce médicament. Donc, on va voir où ça nous mène. Donc, si vous avez des patients en monothérapie traités par gitéritinib pour une raison X ou Y, et que vous ne nous avez pas signalé, peut-être qu'il faut se mettre en rapport avec Ludovic ou le CS pour enregistrer ce patient. Les publications. Alors, on a publié 2 papiers cette année. Un d'American Journal of Hematology, Sylvain, sur le devenir des patients qui ont répondu à azacitidine venetoclax et qui ont arrêté le traitement. Ce sont des données qui intéressent pas mal de cliniciens. Donc ça a été accepté dans cette revue qui a un impact facteur à plus de 10, qui est pas mal. Et puis le papier de Corentin Orvin qui est publié dans Leukemia et qui a été discuté hier par Richard Dillon et ce matin par Sarah. Les rechutes moléculaires dans les LM, CBF ou mutant NPM. Un papier qui nous a occupé depuis quelques mois, c'est la première publication du Big 1. Alors, c'est la première publication, mais on commence par la deuxième randomisation, qui était IDAC versus HDAC. Donc là, je vous rappelle les résultats qu'on n'a pas présentés en détail. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra le faire aux prochaines AG du philo. Les résultats en détail de cet essai clinique, la R1 et la R2. Peut-être qu'il faudra penser à le mettre au programme. Donc là, c'était IDAC versus HDAC. Il n'y a aucune différence en survie. Vous voyez que les courbes sont jumelées. Et il n'y a aucune différence aussi dans les sous-groupes. Notamment les favorables ne bénéficient pas de l'HDAC par rapport à l'IDAC. Et c'est pour ça qu'on a gardé l'IDAC comme backbone de consolidation hors CBF. Mais tous les autres ont de l'IDAC maintenant si on tient compte des résultats de cet essai. Je pense qu'il faut en tenir compte. Alors, le papier a été écrit. Il a été soumis au New England Journal of Medicine. On était bien gonflés, parce que c'est quand même une question, on va dire, un peu surannée. Hein, mais on l'a fait parce qu'on considère que le message est important, parce que l'HDAC, c'est quand même plus toxique que l'IDAC, et donc pour le patient, c'est important, etc. On a eu une revue assez sympathique, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de critique agressive, plutôt constructive. Et on nous a proposé de cascader, comme on dit, le papier à New England Journal of Medicine Evidence, qui est donc le petit frère de New England, qui est ouvert depuis 2-3 ans et qui va avoir un impact factor en 2025. On a dit oui, parce que c'est quand même assez prestigieux. Il y aura de la visibilité. Le processus de révision est simplifié, c'est-à-dire que les éditeurs vont prendre les questions principales qui ont été données par les reviewers et demander à répondre uniquement à ces questions-là. Et le papier va être revu par un statisticien. Et s'ils sont contents, on pourra répondre et on espère le publier dans ce canard. Ce serait très bien pour l'intergroupe. Alors, les publications en rédaction en cours ou déjà soumises, on a l'EPA qui est en cours de rédaction. Arnaud est à la manœuvre avec Marie-Christine. Le Dexamel 02, on l'a soumis à Lancet Hématologue qui l'a refusé. Il n'y avait pas de randomisation, ce qui est toujours un défaut. Mais bon, on va le resoumettre, je pense, à Hématologica d'ici peu.
Le Big 1, il va falloir qu'on écrive la R1. Il va falloir aussi écrire les papiers de greffe. Donc, pour le groupe, c'est Forcade et Win qui vont représenter le groupe. Et bien sûr, Régis Péfo de la Tour pour l'alpha. Donc, il y a la R3 à écrire et les défavorables. Donc, ça va commencer à soumettre dans les mois qui viennent pour plus de visibilité du groupe. Le CPX, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement devrait être soumis d'ici peu. Je pense que c'est Sylvain qui doit s'en occuper. Et puis, on a également l'abstract dont a parlé Sarah ce matin, Venasa et dans les rechutes moléculaires. C'est la série la plus importante, quand même 72 patients. C'est la série la plus importante dans cette situation spécifique. Donc, on est en train d'écrire le papier actuellement pour le soumettre au plus vite. Alors, les essais cliniques à venir pour 2025, probablement, parce que d'ici la fin de l'année, je n'ai pas notion qu'on va ouvrir quoi que ce soit. Le TAC-VEN, soutenu par Stemline et AbbVie, sous l'impulsion de David Guess, depuis 3-4 ans peut-être, il a discuté avec les firmes. Il a réussi. C'était vraiment confidentiel comme maladie. Ça tombe au compte-gouttes, même dans les gros centres, peut-être un patient par an. C'est une phase 2 qui va évaluer l'efficacité et la tolérance du tagraxofusp, donc l'anti-C123 couplé à une toxine, et le vénétoclax, puisque le vénétoclax est très très efficace dans cette maladie-là, et l'anti-C123 également. Donc totalement chémofree dès la première ligne, une phase 2. Donc très intéressant. On a l'étude Mivonu, soutenue par Servier, avec le philo en promotion. C'est une phase 2 qui va évaluer l'efficacité, la tolérance de l'ivosidenib ajouté à l'azacitidine orale, à l'Onurec, qui est le traitement standard de maintenance chez les patients de plus de 55 ans, qui sont en RC après la chimiothérapie intensive et qui ont une mutation IDH1. Donc là aussi, c'est une question très intéressante. On en a laissé Maintain, qui est un peu dans la même veine, mais pour les patients mutés NPM1, qui donc ajoutera chez les patients de plus de 55 ans, en première émission complète après la chimiothérapie intensive, l'inhibiteur de ménine de Sendax à l'Onurec. On a un essai complètement différent, l'essai Resolve, qui est une initiative académique européenne sur des financements européens, qui concerne les patients ayant des LAM ou des LLC. Bien sûr, nous, philo-LM, on est impliqués uniquement dans la gestion de ces patients-là, et qui pose la question de la greffe. On y revient chez les patients MBRD négatives en cytométrie de flux après la chimiothérapie intensive de risque intermédiaire selon le N 2022. Donc c'est une question importante. Et donc, on a accepté d'y participer. Il faudra penser à des patients en RC1, MRD, CMF négative, qui ont un donneur compatible, de leur proposer une randomisation. On ne vous greffe pas, enfin on vous greffe ou on ne vous greffera pas, ou peut-être on vous greffera plus tard. Voilà, c'est assez sportif à faire, mais les Européens sont assez confiants. Les Espagnols, les Allemands, les Français, et il y a beaucoup de pays européens qui participent. Et donc normalement, ça devrait ouvrir d'ici peu. Très très lourd à mettre en place. Alexandra y a passé des heures et des heures. PHRC StopVen, drivé par Sylvain, suite à son papier. Il veut évaluer la désescalade, c'est-à-dire l'arrêt du traitement par vénétoclax azacitidine chez des patients qui ont reçu 1 an de traitement, pas 12 cycles, 1 an de traitement, et qui sont en réponse complète avec une maladie résiduelle négative. Donc c'est vraiment une question d'actualité. Et donc on espère que ça ouvre d'ici peu. Donc les registres, on a aussi Venrea. Bon, je vais passer vite là-dessus. Puis les grossesses, ça a été discuté ce matin par Rudy, ce qui est un registre très important. Et on le remercie d'avoir pris cette initiative pour le groupe Philo. Et je vais terminer avec le projet qui va nous occuper en discussion, en réflexion et en montage de projet. C'est de passer au Big 2, puisque le Big 1 va se terminer bientôt. Donc le Big 2, ça ressemblera au Big 1, mais ça sera quand même un peu plus simple en termes de gestion, enfin j'espère.
Alors, l'idée, c'était, alors le Big 2, on en avait parlé déjà depuis quelques années, de continuer à travailler ensemble, puis c'était de tomber à l'eau, et puis là, depuis les résultats du Big 1, de l'intérêt, l'accueil à l'ASH international qui a été assez favorable quand même, les gens étaient assez contents de ce qu'on faisait. Bon, on a décidé de continuer à travailler avec l'Alpha, puisque les échanges se font de façon tout à fait satisfaisante. Et donc, j'ai réfléchi à pas mal de choses et j'ai proposé à Hervé Dombré, Stéphane Louboutin, un programme thérapeutique, en fait, avec des questions à l'intérieur. Donc, ça serait un programme national prospectif qui va intégrer pleinement la maladie résiduelle dans le parcours de soins des patients. Patients jeunes, on garde des 18-60 ans, on n'étend pas l'âge pour ces protocoles-là. On va faire des essais nichés à l'intérieur. Hein. C'est un programme de soins pour tous les patients, mais à l'intérieur, il y aura des questions randomisées. On va essayer d'en faire 2 qui vont poser des questions sur les conclusions du Big 1, vous verrez. Et puis, surtout, continuer à avoir une large banque de données et d'échantillons mis à disposition des chercheurs, des biologistes, pour faire plein d'études derrière. On a au Big 1 une base moléculaire et d'échantillons qui est assez exceptionnelle, prospective, et elle va donner beaucoup. Donc on veut continuer à collecter des échantillons au niveau national pour les 4 années qui viennent. Ça, c'est très important. Alors, les études nichées, à l'intérieur de cette étude, ce serait pour les patients qui sont en réfractaire à la première cure d'induction ou qui ont une RC avec une MRD positive, c'est-à-dire qu'ils ont insuffisamment répondu à la chimiothérapie intensive. On comparerait l'HDAC qui est finalement semble supérieur à l'IDAC selon les conclusions du Big 1, avec un peu plus de RC. Il n'y avait pas de traduction en survie, mais il y avait un peu plus de 10% de rémission complète. Donc on garde l'HDAC et on veut améliorer l'HDAC en rajoutant un peu de vénétoclax. L'endpoint sera la RC avec maladie résiduelle négative. Donc là aussi, l'intégration de la cytométrie dans l'évaluation de la rémission à l'échelle nationale, ce qui est un effort qu'il va falloir coordonner, qui est déjà en cours de coordination, et on espère le mettre dans ce protocole-là. Pour les FLT3-ITD, on a le quizartinib qui a été approuvé, qui va être remboursé en 2025, donc on a le droit de l'utiliser, et on va randomiser chimio-intensive plus mido versus chimio-intensive plus quizartinib avec un point de MRD, là aussi, négative, en NGS. Donc voilà, ça ressemblera à ça, avec un programme de traitement pour tous les patients qui rentrent dans l'étude, des questions randomisées. On stratifie en fonction des sous-groupes. Par exemple, les CBF, on autorisera une dose de Mylotarg à l'induction. Les FLT3-ITD, on les randomisera. Les autres auront Dono-Aracé. Le CPX n'est pas remboursé, donc peut-être que je l'enlèverai d'ici. Et ensuite, lorsqu'on aura la réponse en MRD, le risque, la réponse aussi en morphologie, le risque LN, on stratifiera les patients en fonction de tout ça, avec des stratégies guidées sur la MRD, notamment dans les CBF et NPM1. Ceux qui sont MRD négatifs ont de la chimiothérapie, puis un suivi moléculaire de MRD et une intervention par azastine V et Toclax. Il n'y aura pas de questions posées là, mais on va enregistrer les données de façon prospective. Et puis les patients qui ont une MRD positive ou qui sont en échec, ils auront leur randomisation ici. Et en fonction de leur risque initial, ils pourront aller ou pas à la greffe. Voilà, je m'arrête là. Je remercie tous les membres du CS qui sont très actifs. Je remercie tous les ARC. Bien sûr, Ariane qui m'a aidé tout au long de l'année, notamment pour ce diaporama. Alexandra, je me suis trompé sur la lettre. Et bien sûr, monsieur le Président. On va vite changer les diapositives, s'il vous plaît. Et puis, on laisse notre bureau à Rémi et Florence pour